Je pense sincèrement que pas grand monde va aller voir ce film. Mickey 17 ou Mickey 17 si vous préférez. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Mickey 17 est l'histoire d'un homme qui veut impérativement quitter la Terre. Pour cela, il va rejoindre une mission spatiale, mais en tant qu'individu considéré comme expendable. En gros, il sera scanné perpétuellement à chaque fois qu'il meurt et renaîtra de nouveau dans le même corps avec ses mémoires du passé afin de faire des métiers extrêmement dangereux pour la nouvelle colonie spatiale. Avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5/5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est aussi un service utile que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description le code épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder et ensuite vous changez de pays. Que ce soit le Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Belgique, Suisse, Italie, il y a souvent la VSTFR et même parfois la VF. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Emilia Pérez et même Venom 3. Sur Disney+, il y a Deadpool et Wolverine, il y a Alien Romulus et même Real Pain, dont je vous conseille d'attendre la sortie en salle tout de même. Sur Paramount, vous avez Sonic 3, Septembre 5 et même Gladiator 2. Et encore une fois, pour profiter de Paramount avec un VPN, il faut vous connecter à l'application Paramount directement. Mais si vous avez Paramount avec un compte Canal, vous pouvez vous connecter avec votre compte Canal directement sur l'application Paramount. De même pour Max, utilisez l'application Max officielle avec le même processus, car là vous avez plein de films comme Flow par exemple, comme L'amour au présent, comme La guerre des Rohirrim, comme Juré numéro 2 ou même A Different Man qui n'a toujours pas de date de sortie française. Et vous le savez à quel point YouTube Premium est pratique, et bien avec un VPN vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous profitez de tous les incroyables avantages avec un VPN en Roumanie ou Bulgarie. Prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, mais ça marche dans tous les pays et il y a encore des tutos pour vous montrer comment ça fonctionne parce que oui ça fonctionne encore et ça fonctionne sur plein d'abonnements comme Letterboxd Patron, vous l'avez aussi pour moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela sans aucune difficulté. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à BurgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. C'est avec beaucoup de fierté que je peux vous annoncer que pour une fois, j'ai vu un film en avance. Mais genre vraiment en avance. Non pas parce que j'ai chopé une séance dans un autre pays comme je vais pour The Brutalist ou comme par hasard j'ai vu le film en avance parce que j'étais à l'étranger. Non, là, je suis allé à une avant-première presse. Eh ouais, trop bien. Ma première depuis très longtemps, depuis je crois genre 2021 ou un truc comme ça, mais grosso modo j'étais à l'avant-première presse de Mickey 17 à Paris, je me suis déplacé de Lille, je l'ai vu il y a 2 semaines déjà, j'ai eu le temps de penser au film, c'est pour ça aussi que ma critique sort aujourd'hui parce que sinon il y a plein d'autres critiques à sortir dans les jours qui viennent et plein d'autres vidéos, donc j'en profite aujourd'hui. Mickey 17 critique, moi je suis pas sous embargo parce que j'étais pas invité à l'avant-première presse, j'étais en +1, les gens qui organisaient l'événement m'ont pas invité, j'étais le +1 de Shedley, donc merci à lui de m'avoir invité, c'est grâce à lui que j'ai pu voir le film il y a 2 semaines et j'ai pu réfléchir un petit peu plus au film, et c'était cool parce qu'il y avait genre Steven Yeun, Toni Collette, Anna Maria Bartolomei, il y avait Marc Ruffalo, plein d'autres acteurs, plein d'autres techniciens, mais surtout Bon Django aussi. On l'a vu au Pathé Palace sur un écran classique pour le coup, c'était pas les écrans Onyx qu'ils ont d'habitude. Et honnêtement, j'adore Bon Django, j'ai vu tous ses films sauf Barking Dogs, Never Bite et Tokyo, mais globalement, mis à part ça, j'ai tout vu, je suis fan, je les ai tous en Blu-ray pour le coup, même ceux que j'ai pas vu, je les ai en Blu-ray, faut que je les regarde. Et je pense que je vais quand même acheter Mickey 17, même si vous allez voir dans cette vidéo ce que j'en pense, juste pour dire que j'ai la collection tout simplement. Et en gros, j'attendais beaucoup ce film qui devait sortir il y a 1 an déjà, c'est un film de la Warner du coup, ça fait partie de ces films que Bon Django fait aux États-Unis, ce qui est assez rare, il y en a 3, Okja et Snowpiercer. Okja qui est d'après moi son pire film de ce que j'ai vu, mais il est sympa quand même, il est bien. Bon Django n'a pas fait un mauvais film de ce que j'ai vu en tout cas, et Snowpiercer que moi j'adore, qui est trop bien. Et là c'est un nouveau film anglophone de sa part, mais vous inquiétez pas, Bon Django il repart à faire des films en Corée, il y en a un qui sort d'animation normalement cette année ou l'année prochaine, et un autre film qu'il veut faire depuis des années apparemment, j'en ai parlé en vidéo actualité pour ceux qui suivent. C'est un film qui a été décalé de nombreuses fois, apparemment la raison officielle c'est pour avoir des séances IMAX du film, parce que vous savez les séances IMAX il faut des contrats avec IMAX, et IMAX fait des contrats avec les cinémas, il faut l'exclusivité. Et là, du coup, apparemment, en mars, ils ont l'exclu IMAX pendant quelques semaines et les studios se battent pour ça à chaque fois. Le film, enfin sorti, après tant d'attentes et après des années après la fin du tournage, c'est adapté d'un livre qui s'appelle Mickey 7. La raison pour laquelle c'est Mickey 17 dans celui-ci, c'est qu'il a décidé, d'après Bon Django, de tuer Mickey 10 fois de plus. C'est tout. Et je pense honnêtement que ce sera un flop commercial, je vais pas vous mentir. Le film a coûté 120 millions, donc il faudrait qu'il fasse à peu près 250 et quelques millions pour être rentable, et je pense qu'il va pas les faire. Je pense que le film va plutôt se casser la gueule au box-office parce que je sais pas
pour qui est ce film. Et on va en parler maintenant. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, c'est bel et bien le personnage de Robert Pattinson et le personnage de Steven Yeun qui sont amis et qui doivent quitter la planète parce qu'ils ont des problèmes. Et le seul moyen d'éviter ces problèmes, c'est de quitter la Terre. Et pour cela, ils vont rejoindre une sorte de colonie spatiale d'un politicien un peu loser qui a perdu plein d'élections et vu qu'il est plus le bienvenu sur Terre, il décide de partir dans l'espace avec sa colonie en mode un peu secte où tout le monde doit respecter et aimer cet homme politique. Sauf que Steven Yeun, son personnage, aura un métier normal. Lui, il sera pilote parce qu'il a des compétences et il sera le bienvenu dans cette mission. Alors que Robert Pattinson, son personnage, Mickey, lui, ne sera pas le bienvenu. Mickey, comme il appelle, deviendra un expendable, qui est donc quelqu'un qui va se faire ressusciter en boucle et mourir en boucle, chose que personne ne veut faire. Et lui, c'est le seul abruti, entre guillemets, à le faire. C'est comme ça qu'il est vu dans le film. Et c'est la vibe que donnait la bande-annonce, mais je suis pas sûr que le grand public aime ça. C'est une comédie satirique, politique, d'action. Avec quand même beaucoup de comédie. Le but du film, c'est d'être une comédie noire, une grosse satire de la politique, et en même temps quelques scènes d'action, mais ça reste léger. Et le début du film, c'est que ça, hein, c'est que l'humour noir par rapport à Mickey qui arrête pas de mourir et d'être ressuscité en boucle, et du coup, t'as cette plongée un peu existentielle et à la fois critique de ce que font les gouvernements avec de la chair à canon que sont des humains. C'est montré d'un point de vue drôle, mais évidemment un peu tragique, forcément. C'est triste de voir cet homme mourir constamment. Et il y a un switch qui a lieu au milieu du film, c'est pas un spoil, c'est dans la bande-annonce, avec le fameux Multiple qui apparaît, qui lui sera donc Mickey 18, et du coup les deux vont devoir coexister. Mickey 17 et 18 auront pas la même personnalité, et là la tournure devient un peu plus dramatique, un peu plus révolutionnaire et action dans le film, mais ça prend un moment, je veux dire, ça c'est genre le milieu du film, et ensuite il y a d'autres intrigues que je vais pas spoiler ici, qui s'entremêlent à tout ça. Il y a beaucoup d'intrigues, mais il se passe fatalement pas beaucoup de choses, c'est pour ça que ça peut être un peu frustrant à certains moments. Et plus on va avancer dans le film, plus il y aura de l'action, mais vous attendez pas un film d'action non plus, ça reste une comédie, je dirais avant tout. Même le côté dramatique des relations entre personnages est d'après moi pas beaucoup développé et n'est même pas vraiment le cœur du film. J'ai plus vu comme une sorte de satire, malheureusement politique, qui a un peu oublié ses personnages d'après moi, parce que Robert Pattinson joue très bien. Il joue Mickey 17, qui est une sorte de mec un peu introverti, un peu victime du système, qui en a juste marre de mourir, mais il n'a pas le courage de se rebeller. Et l'autre côté, Mickey 18, qui lui est bien plus révolutionnaire et à la fois plus colérique et énervé et fou. Donc il joue très bien les deux, il n'a pas la même voix, pas la même intonation, pas la même physicalité. C'est cool à suivre. C'était cool, je pense, comme rôle pour lui, c'est vraiment éclaté. Robert Pattinson est génial. Est-ce que c'est une performance à Oscar? Non, mais c'est fun comme performance. C'est son film, c'est lui qui le porte sur ses épaules, c'est lui l'acteur du film. Rien à dire sur ça, c'est grâce à lui que le film fonctionne. Plein d'acteurs auraient pu rendre ce rôle ridicule et assez gênant, mais non, lui le fait très bien. Que ce soit dans la physicalité, comment il a une alchimie qui est très bonne avec lui-même, il rebondit bien sur ses propres dialogues, et ça c'est cool. Et il a même de l'humour avec lui-même et avec les autres. Bon, il est cool, il fait la victime ou le révolutionnaire, ça marche bien. Et il disparaît vraiment dans les deux rôles. Il y a un truc où il dit à un moment que chaque Mickey a une personnalité différente, mais on le voit jamais avoir une personnalité différente, sauf avec le 17 et le 18. Mais bon, je pense que c'est juste une excuse, une phrase rapide pour dire que, en fait, voilà, c'est différent ici. Il gère, il en fait des caisses, c'est ce que je veux dire. Il y a plein de gens qui vont être dérangés par ça. Le film en fait des caisses. Quand je vous dis qu'il y a zéro subtilité, quand je vous dis que c'est full, non-stop, exagération, satire vraiment poussée à donf, l'exemple parfait, c'est Mark Ruffalo. Mark Ruffalo joue une sorte de dictateur. C'est un dictateur qui a un late night show, c'est un politicien raté, qui fait peur aux gens, qui les manipule, qui les contrôle, qui est lui-même manipulé par sa femme, Toni Collette, c'est dans l'intrigue aussi, ça aussi, c'est pas un spoil. Il fait un speech sur le sexe, par exemple, et plein de thématiques différentes, la colonisation, la nourriture, des choses comme ça. À la fois, il est fondamentaliste religieux, il utilise beaucoup la religion pour faire peur, mais en même temps, il utilise la religion uniquement quand ça l'arrange, et pareil pour la science, genre sa morale et son éthique, il les met de côté quand ça l'arrange, en fait, d'un point de vue économique. Je veux dire, ils font des saluts nazis dans le film, il y a un moment, il n'y a pas moins subtil. C'est le cliché du facho, en fait. Et c'est intéressant, en vrai, mais c'est juste que c'est pas subtil, et si vous attendez la subtilité, vous n'allez pas la voir. Moi, j'aime bien les caricatures, j'aime bien le côté satirique, mais en fait, aujourd'hui, c'est même plus une satire, hein, parce qu'en vrai, ce qui se passe dans la vraie vie est plus fou que ce personnage-là, et ça, c'est pas une exagération. Ça fait un mois que Trump, il est au pouvoir, et je vous jure qu'il paraît plus fou que le fou dans ce film-là. Donc ça va déranger des gens, j'imagine. De toute façon, les gens qui aiment pas la politique dans les films, je pense pas que vous allez apprécier le film parce que c'est littéralement que ça, quoi. Ça fait que parler politique. Mais moi, je trouve ça négatif parce que je trouve qu'on oublie un peu les personnages. Si vous aimez voir quelqu'un en faire des tonnes, vous allez kiffer, hein, c'est ça, hein, je précise. Moi, j'aime bien, même si je trouve qu'à certains moments, on a compris. Tout le monde en fait des tonnes, hein, je reprécise encore une fois. Toni Collette, mais elle joue un peu plus le cliché de la femme qui murmure dans l'oreille de son mari qui manipule tout le monde. Même Steven Yeun, il fait plus le comic relief qu'autre chose. Il est là pour rigoler, pour faire des blagues. Et tu sens pas vraiment l'amitié avec le personnage de Robert Pattinson. De même pour Naomi Aoki, c'est sa copine dans le film. Et elle compense un peu le manque de sérieux des autres, même si elle aussi elle est un peu loufoque et un peu drôle, mais tu sens pas vraiment l'amour avec Robert Pattinson, tu sais pas vraiment si c'est une relation qui est unique, qui est belle, ou en même temps si il l'utilise, et je trouve qu'ils ont pas beaucoup d'alchimie au final. Alors l'actrice est bien, surtout dans les scènes de fin, je trouve, mais ce qui est touchant, c'est leur rapport au sexe qui est assez rigolo et qui est vraiment utilisé dans l'intrigue de manière assez intéressante, même s'il y a rien de graphique ou de sexuel dans le film. Ça reste un film très soft en termes de sexe, mais le sexe en soi est utilisé pour une séquence dans le film qui est assez drôle.
drôle. C'est pour ça que je dis ça, c'est parce qu'il y a des personnages comme Anna Maria Bartolomei, donc son personnage qui est très bien d'ailleurs, je pense qu'il était bien meilleur dans ce film-là que dans le film de Monte Cristo. C'est la différence entre avoir un bon réal et des gens. Je suis désolé, je tacle encore le comte de Monte Cristo, mais elle est bien meilleure dans ce film, elle a du charisme, elle est bien, elle est cool, elle a une relation presque d'amour avec Robert Pattinson, son personnage, et en même temps tu vois qu'elle est un peu gay refoulée. Il y a un truc intéressant, tu vois, quand même dans le film avec elle, mais encore une fois, je trouve qu'elle a une intrigue qui est pas satisfaisante et qui se finit un peu vite, malheureusement. Ça fait partie des problèmes du film, c'est qu'il y a plein d'intrigues qui sont lancées et à certains moments, bah, elles s'achèvent pas de manière satisfaisante ou elles s'achèvent pas du tout et on passe à autre chose. C'est un peu dommage. Déjà que le film dure 2h20 et je trouve qu'il fait un peu long, ils auraient pu au moins conclure certaines intrigues de manière un peu plus satisfaisante, mais c'est pas ce que fait le film. Donc en termes de personnage, d'acting, c'est le film de Robert et de Robert. Voilà, c'est lui et lui. Par contre, le but du film, c'est la satire politique, c'est les thématiques qui sont abordées, entre évidemment la dictature fasciste et tout ce qui va avec ce fasciste qui décide de qui couche avec qui, est-ce qu'il y aura du sexe ou pas dans ce navire ou dans cette colonie spatiale si vous préférez, comment cette colonie va gérer la colonisation sur la planète qu'ils ont choisie, qui est une planète de merde. Genre il y a littéralement que de la neige, c'est l'Arctique, c'est ridicule. Mais bon, ces gens-là sont cons, ces fascistes. Hein. Les règles qu'il impose, qu'il ne respecte pas lui, il va imposer un code alimentaire très strict aux gens et lui va se goinfrer. Il va mettre en danger tous les gens, sauf lui. Il va utiliser la religion et ses symboles pour manipuler les gens. Il va utiliser une émission télé pour manipuler les gens, gagner en popularité. Il va faire gagner une sorte de loterie aux gens pour les faire gagner, bien manger, des choses comme ça. C'est les méthodes un peu facho. Il va utiliser de la manipulation des médias. Il va créer un roman national, ce qui est fondamentalement une mauvaise chose. Peu importe ce que vous en pensez, un roman national, c'est genre pas bien aujourd'hui. Et pour eux, c'est pas bien non plus. C'est pas subtil. Voilà, c'est ça le truc qu'il faut dire encore une fois. Faut vous préparer à ça. Pourtant, il y a des choses qui sont plus intéressantes sur la crise existentielle de la vie. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui vont demander à Mickey, ça fait quoi de mourir? Et Mickey va souvent se poser cette question. Il va souvent se poser la question de pourquoi est-ce que je meurs? C'est quoi le but de la vie? Quand t'es mort plusieurs fois, 17 fois, est-ce que t'es la même personne? Tu vois, il y aura un truc un peu philosophique par rapport à lui qui est pas assez développé. Tu vois, c'est pas le but du film et c'est un peu dommage. J'aurais aimé qu'il creuse un peu cette question plus existentielle que le côté politique qu'on a malheureusement déjà vu un peu trop de fois. Mais après, c'est Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, il aime bien ce genre de truc politique. C'est son cinéma, quoi. Les inégalités, le fascisme et tout, ça l'a toujours intéressé. Et si on parle de Bong Joon-ho et de choses qui le fascinent, c'est les créatures. Donc évidemment, ils vont coloniser une planète où il y a des créatures et ces créatures-là vont pas se laisser faire. Et du coup, comment ils gèrent la colonisation, les critiques qui sont faites par rapport à ça, comment ils communiquent ou pas avec ces créatures, est-ce qu'ils vont juste les abattre? Bon, il y a plein de questions qui se posent sur ça. C'est des thématiques un peu classiques, mais voilà, sont présentes dans le film. Et j'aime bien parce que les créatures, on dirait genre des gros insectes, mais à la fois elles sont assez mignonnes et ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, en interview, t'as Bong Joon-ho qui fait genre des apparitions avec des peluches de la créature et je trouve ça mignon. Il a un côté un peu défaitiste, tu vois, parce que Bong Joon-ho montre la Terre comme une sorte d'endroit horrible qui a fait son temps et les gens veulent s'en aller, quoi. Et il y aura un truc aussi assez intéressant sur la sauvagerie et la barbarie de l'humain qui va tuer des créatures, qui va tuer d'autres humains, genre ces fameux Expendables, ils sont pas considérés comme des humains. Pourtant, c'est le même mec qui revit en boucle et c'est un humain lui, mais vu qu'il a plusieurs corps différents, le fait d'avoir plusieurs vies le rend inhumain. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le fait qu'une vie te rend humain. Et le poids d'avoir une seule vie, les conséquences d'avoir une seule vie sont intéressantes d'un point de vue philosophique. Mais il se développe pas assez ça, tu vois, c'est pas ce qui intéresse le film. Et il y aura aussi un aspect sur la vengeance qui est pas mal, je trouve, par rapport à la fin. Mais du coup, c'est tout ce qui intéresse Bong Joon-ho, hein, toutes ces thématiques de sa filmographie. Pour le coup, il y a rien de nouveau, c'est un film qui est fait par lui, pour lui presque. Quasiment tout se passe dans un vaisseau, il y a quelques passages en extérieur sur la planète de neige, mais grosso modo, il y aura que de la neige et quelques cavernes. Et les effets spéciaux rendent bien, que ce soit la production design, les décors avec le vaisseau, que ce soit l'extérieur, les effets spéciaux sur les créatures et tout rend bien en vrai. Tu sens le budget, il y a certes quelques moments où ça se répète un petit peu, mais c'est un vaisseau, c'est normal. Tu sens vraiment qu'ils ont mis les moyens dedans, que c'est pas gâché. Tu t'attaches aux créatures d'ailleurs parce que t'as l'impression qu'elles existent vraiment, donc il y a un bon travail qui est fait sur ça, il y a une photo qui est plutôt correcte. Il n'y a pas ce côté un peu découverte, colonisation du monde, exploration, ce qui est un peu dommage. Et je trouve que le côté science-fiction est pas beaucoup mis en avant, c'est plus un thriller presque politique d'action à certains moments. Et c'est vrai que pour Bong Joon-ho, bah il n'y a pas beaucoup d'idées quoi. Quand tu sors de Parasite, il y avait un plan, une idée, là c'est juste simple, efficace. Et je me demande vraiment s'il a pas fait ce film pour le chèque aussi Bong Joon-ho. Parce que même si c'est ses thématiques à lui et le livre qu'il a voulu faire et qu'il a kiffé, je me demande vraiment s'il a pas pris un chèque et il était content. Parce qu'en vrai, il s'est pas vraiment foulé, je trouve. Je dis pas qu'il a pas bien bossé, le film est bien mis en scène et tout, mais je pense que c'est le film le plus faible en termes de mise en scène de sa part, quoi. Il n'y a pas eu grand chose de fascinant, d'intéressant. Tous ces autres films, il y avait un truc. Je vais pas tous les citer, mais il y avait un apport à un truc intéressant qu'on n'a jamais vu avant dans sa filmographie. Là, il a refait une sorte de remix de tout ce qu'il faisait avant, mais sans de nouvelles choses, sans nouvelles idées, même en termes de mise en scène, de plans, de construction, narrative et tout. C'est pas dingue, quoi. C'est bien, hein, mais sans plus. En général, lorsqu'il fait des films en anglais, Bong Joon-ho, il a pas le même génie qu'il a en Corée, sauf Snowpiercer qui est un peu l'exception d'après moi. Mais sinon, tu vois qu'il est là, il est dans une vibe un peu différente. Et c'est ok en vrai, c'est pas un mauvais film. Mais je trouve qu'il gère mal son rythme. Je sais pas si c'est par rapport aux bandes annonces qu'ils nous ont trop montré ou juste parce que le film, je trouve, est un peu trop long pour ce qu'il raconte. Genre 2h20, pour moi, c'est un peu trop long concernant ce film. Il est un peu superficiel sur les choses intéressantes et il va un peu trop dans les détails non subtils dans les choses qui sont déjà vues 20 fois. Et je trouve que lorsqu'il y a le multiple qui intervient, il y a un mauvais build-up. À partir de là, je trouve que le film perd un peu en énergie, en tension et il n'y a pas ce crescendo quoi. Le film est assez monotone au final. Il y a un délire par rapport à une sorte de bombe, il y a zéro stress. Tu dis bah putain, c'est dommage. Et tout le délire avec les multiples, c'est tellement mal géré ça aussi. C'est marrant parce qu'il désamorce beaucoup de trucs qui auraient pu être stressants dans le film pour en faire pour le
le coup de la comédie et pour faire avancer l'histoire, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, quoi. On sent les 2h20, honnêtement, je vais pas vous mentir. Donc pour conclure, j'ai pas vraiment trouvé les thématiques entre personnages et leurs relations mémorables, touchantes, même entre les deux Mickey. Il y a eu des moments sympas et mignons entre les créatures, les personnages et tout, mais je vais pas forcément m'en rappeler. Pour moi, il y a un vrai manque d'émotion. Pour moi, il est peut-être allé un peu trop loin dans la satire, où il y a un moment, on a compris et on dirait que c'est plus un film qui est fait pour les enfants que pour les adultes. C'est un surdosage d'humour à certains moments qui, moi, me dérange pas en soi, mais je trouve que c'est dommage que les choses que j'aimais bien, qui auraient pu être développées, comme le côté existentiel, les choses un peu plus profondes, bah, sont pas vraiment développées. Il a préféré jouer la parodie, la caricature plus qu'autre chose, et c'est un peu dommage parce qu'il y avait quelques petits moments qui auraient pu être géniaux s'il allait un peu plus loin. Mais ça reste un bon film, honnêtement, sont moins fascinants de ceux que j'ai vus, de Bong Joon-ho pour le coup, le moins intéressant. On ressent ses thématiques, mais c'est le moins innovant de sa part, et sûrement son film le moins mémorable. Genre tous ces autres films, je vous jure, je m'en rappelle bien. Même Okja que j'ai pas adoré, je m'en rappelle bien. Celui-ci, ça fait 2 semaines que je l'ai vu, et j'ai pas envie de le revoir, mais j'ai pas non plus détesté, j'ai pas non plus adoré, c'est juste bien. Je peux le conseiller, je pense qu'il y a plein de gens qui vont adorer, hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont être fous de ce film, mais malheureusement c'était pas mon cas. Je ne peux que vous conseiller tous ces autres films à Bong Joon-ho, ils sont tous très bien, parce que je pense qu'honnêtement, c'est sont moins bons. Mais bon, s'ils sont moins bons, c'est genre un bon film, qui a de belles qualités, de belles choses, c'est quand même très bien comme réalisateur. C'est un bon film, un bon moment, mais je pense que si vous connaissez un peu Bong Joon-ho, c'est pas le film qui va le plus vous fasciner. Si vous ne connaissez pas le réalisateur, je pense que vous pouvez adorer, mais il faut encore une fois apprécier le côté très satire, exagéré. Maintenant, je vais passer en spoiler. Je pense vraiment que le multiple n'aurait pas dû être révélé dans la bande-annonce. Je pense que ça gâche une grosse surprise dans le film, honnêtement. Surtout que c'est build-up d'une manière à ne pas révéler dans le film qu'il y a un multiple. Ça apparaît nulle part. Et c'est vrai que t'aimes bien, d'un point de vue sadique, te dire que ce mec peut vivre à l'infini. Bah, d'un autre côté, c'est triste de voir la barbarie qu'il lui a infligée. Parce que les gens, au fur et à mesure, plus il ressuscite, moins les gens s'occupent de lui. Il y a ce truc où plus on avance dans le film, moins il a ce lit sur lequel il naît qui est posé. À chaque fois, il tombe parce que les gens oublient qu'il naît, quoi. Tellement c'est devenu banal. Et c'est ça que j'aime bien, c'est la barbarie de la chair à canon qui est symbolisée ici. Au fait, les humains sont tellement expandable, c'est le terme, remplaçables, on va dire, par d'autres humains qu'en fait les dictateurs ou même les scientifiques qui ont perdu un peu le contact avec la réalité oublient complètement qu'il existe en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce Mickey 17, à partir d'un moment, il veut se rebeller, mais il n'a pas le courage, pas la force, mais il en a marre de mourir. Il veut vivre pour le coup. Mais c'est là que je pense que ça aurait été limite plus intéressant de ne pas avoir de Mickey 18, parce que le Mickey 18, du coup, représente son envie de révolution, de ne plus mourir, de tuer les autres, genre son passé pour qu'il devienne une meilleure personne. C'est symbolique plus qu'autre chose. De baiser aussi, par exemple. C'est l'homme qu'il aimerait être, en théorie, Mickey 18. Mais ils ont besoin des deux, tu vois. C'est le yin et yang. Et je trouve qu'ils se complémentent bien, mais j'aurais aimé peut-être un peu plus être dans la psyché de 17 tout le long du film. Surtout quand il décide au fur et à mesure, parce que c'est avant 18 qu'il décide de se rebeller, entre guillemets, ou de plus vouloir mourir. J'aurais aimé qu'on explore un peu plus ça. Parce qu'il y a des choses qu'ils explorent, comme le fait qu'il est traumatisé par le bouton rouge qu'il a appuyé sur la voiture de sa mère, qui en aucun cas aurait tué sa mère. C'est juste que lui, il pense que c'est ça, parce que personne l'a réconforté. C'est un homme qui a été seul toute sa vie, et il y a personne qui était là pour lui, sauf sa nouvelle copine. Du coup, c'est pour ça qu'il y a une scène touchante dans la chambre à gaz, si on peut appeler ça comme ça, où elle est là pour lui. Et c'est là que lui, à la fin, quand il appuie sur l'explosion, gros bouton rouge, c'est thématique avec la mère, elle est intéressante. Il fait même des rêves par rapport à ça. T'as l'impression que Toni Collette, c'est un peu sa mère spirituelle dans son rêve, qui est morte à cause de lui et tout. Donc il y a un truc, tu vois, où tu dis, ok, le traumatisme de la mère qui est décédée, la culpabilité, tout ça aurait été intéressant. Mais je trouve que du coup, ils ont pas beaucoup parlé de ça, pas développé assez. Et le but du film, c'était pas vraiment ça. Et ça revient un peu à la fin et tu dis, mais en fait, ça aurait été intéressant que ce soit le but du film, que lui face à ses culpabilités. Parce qu'en gros, ils se détestent et c'est pour ça qu'ils en foutent de mourir plein de fois. C'est ça l'idée, c'est que tellement ils se détestent et ils sont coupables que mourir, ils s'en foutent. Mais ils commencent à s'accepter au fur et à mesure et Mickey 18, c'est un peu la représentation de ça. L'homme qu'il aurait toujours aimé être. Et malheureusement, même la mort de Mickey 18, je l'ai pas trouvé si touchante que ça, au final. Je pense qu'ils auraient dû la développer un peu plus ou faire un truc un peu plus touchant par rapport aux deux. Ou même le laisser survivre. Ça aurait peut-être été encore plus touchant que le voir mourir, au final. Ce serait la réconciliation des deux facettes, en même temps, lui qui abandonne ses pulsions négatives, sans forcément les tuer, mais en les acceptant et en les intégrant à sa nouvelle vie, parce que ça, Mickey 17, le dernier Mickey, du coup, avec son nom de famille qui apparaît à la fin, c'est lui qui a accepté tous les précédents Mickey, et même les prochains, en une seule personne, pour être la meilleure version de lui-même. Mais je trouve que c'était pas assez bien développé. D'ailleurs, la meilleure scène du film, c'est la tentative d'assassinat sur le président, avec Mickey 18 enragé. Je trouve que c'est une belle scène qui réussit. De tension, il y a un crescendo émotionnel, il y a un crescendo de rythme, et après ça redescend, encore une fois. Parce qu'en plus de ça, c'est là que la barbarie envers les animaux est assumée, il tue une créature qui n'a rien fait, et c'est là que la thématique de la vengeance est mise en place. Ok, les créatures ont un lien télépathique, elles savent que quelqu'un est mort, surtout un bébé, elles veulent se venger des humains, elles demandent un humain contre une créature pour que les deux meurent, parce qu'en fait c'est des créatures qui communiquent, elles peuvent parler, philosopher, bluffer aussi, c'est des créatures très humaines, on va dire ça comme ça. Même si elles ressemblent à des insectes, elles ont une construction sociale, elles ont une hiérarchie, c'est des vraies créatures qui peuvent donc avoir une vraie société avec des humains sans problème. Mais les humains, ils ont ce réflexe, ok, un insecte, on a envie de l'écraser. Et ça, je trouve que pareil, c'est un truc qui est dans le film, mais qui intervient de manière un peu périodique. Et c'est ça mon souci avec le film, c'est qu'ils n'arrivent pas à se concentrer sur ce qu'ils veulent faire dans
dans le film. Est-ce que c'est un film de colonisation? Est-ce que c'est un film existentiel? Est-ce que c'est un film sur une dictature? Ils ont tout mélangé. Et du coup, bah, quand il y a beaucoup de choses, bah, ça perd un peu ses relations. T'es face à la tristesse de quelque chose qui pourrait être incroyable, c'est-à-dire de vivre plusieurs fois et même éternellement. Et de l'autre côté, la question existentielle sur la vengeance, est-ce qu'elle mérite d'exister? Est-ce qu'elle vaut le coup d'être poursuivie? Ou est-ce qu'il faut abandonner la vengeance pour accepter le bien des relations entre deux peuples? C'est d'actualité ça aussi. Et puis après, t'as Mark Ruffalo qui se fait murmurer des choses dans l'oreille, que ce soit par Toni Collette, par son chef de la propagande, en mode, voilà, vous avez compris, je vais pas citer les dictateurs de certaines époques. Donc je trouve qu'il en fait beaucoup et tu perds du coup les relations, la relation avec sa copine. L'amour, on le voit qu'à la fin. On ressent pas leur amour tout le long. La relation avec Anna Maria Bartolomei, tu la ressens pas non plus beaucoup, je trouve. Et son intrigue disparaît complètement à un moment. Tu te dis, bah, elle est où en fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des petits trucs intéressants entre les scientifiques qui veulent se rebeller, la scientifique à un moment qui, elle, veut sauver les créatures. Mais c'est des trucs, t'as l'impression qu'ils sont pas organiques, t'as l'impression qu'ils sont ajoutés, je trouve, dans le scénario pour à chaque fois trouver des excuses scénaristiques à des trucs. Il y a pas ce petit ruissellement à chaque fois où c'est de monter ce que vous voulez de ces certains événements, juste ils apparaissent comme ça. Ah, en fait, c'est pour le scénario, faut pas oublier. En vrai, c'est bien construit, hein. Mais j'ai l'impression que le film aurait dû être plus long pour plus développer certaines choses. Et je me demande s'il n'y a pas une director's cut qui va sortir un jour, ou alors plus court et juste supprimer quelques intrigues, quoi. J'allais dire, c'est bizarre de rejoindre un politicien fou et ensuite de vouloir se rebeller parce qu'en fait c'est un fasciste, mais bon, hein. Si je parle sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, vous allez me prendre pour un fou encore. Même l'intrigue de Steven Yeun, à la fin, je trouve qu'elle est hyper oubliable et t'en as un peu rien à faire de ce personnage-là. Par contre, l'histoire du bébé, le code qu'ils ont pour faire le bébé, pour dire qu'il faut ramener le bébé, génial. Ça a rien à dire. Et c'est le seul moment de stress que t'as un peu dans le film, entre guillemets, avec ces personnages-là qui tient la corde avec ses dents pour sauver genre un insecte. C'est ça qui est bien. C'est ça que Bong Joon-ho fait bien. S'attacher à ces monstres-là. Avant, dans Okja, c'était un gros cochon tout mignon. Là, c'est genre un insecte que les gens trouveraient dégoûtant de base. Mais là, vu qu'ils communiquent, qu'ils sont sociaux, ils sont mignons en fait. Donc en vrai, je trouve que le film en fait un peu trop. Pas toujours satisfaisant, mais bien quand même, parce qu'il tente de tacler des sujets sérieux, mais je trouve qu'il a voulu trop en faire justement. Mais techniquement, il n'y a rien à dire, hein. C'est bien, c'est pas exceptionnel, mais c'est bien, tout le monde s'en sort, tout le monde fait un bon taf. C'est bien. C'est juste que pour moi, c'est son film le moins intéressant malheureusement. Mais je peux comprendre des gens qui adorent. Hein. Pour le coup, là, je vois très bien des gens sortir avec des notes faramineuses, des gens qui vont adorer, ils vont kiffer. Je serais pas choqué. Moi, j'ai bien aimé, mais malheureusement, je vais pas m'en rappeler et j'ai pas vraiment envie de le revoir. Peut-être, hein, s'ils sortent un Blu-ray 4K, steelbook sympathique, avec une version un peu plus longue, pourquoi pas. Et si le steelbook est joli, je vais l'acheter aussi. Why not? Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de formats courts ou des lives. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.